Bonsoir madame, bonsoir monsieur, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Plaisir de lire, comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi après-midi, j'ai le plaisir de recevoir une passionnée de lecture, d'écriture. C'est pour cela nous disons bonsoir madame. Bonsoir Ludovic, merci de m'accueillir. C'est avec plaisir. Tu ne nous as pas dit comment t'appelles-tu? Peggy Ebring. D'accord, ben sois la bienvenue Peggy sur le plateau de Zouk TV. Merci. Donc comme d'habitude, donc nous allons étudier un petit peu notre fonctionnement, nos réactions, nos habitudes, les questionner et puis pourquoi pas voir notre histoire, nos représentations des choses. Donc nous allons retourner tout de suite vers Peggy et nous allons lui demander de quoi elle va nous parler cet après-midi. Donc je vais parler de mes livres, de deux de mes livres, en tout cas des romans, qui s'appellent La Quête. Donc le premier, c'est celui-là. Donc c'est le tome 1, surtout, et après si on a un petit peu de temps, on parlera du tome 2. Mais donc c'est un roman que je dirais de développement personnel, mais c'est un roman disant c'est une quête intérieure. Donc on va surtout parler de l'aventure et de l'aventure de cette femme et de pourquoi c'est important justement d'avoir sa propre aventure, parce que c'est le but aussi de ce livre. Donc la quête, ouvre les ailes de ton cœur et envole-toi. Tout à fait. Voilà, c'est un joli titre. Alors, il y a une chose que tu as dite qui m'a interpellé. Tu as mis deux termes, je ne pensais pas possible dans la même phrase. Tu as dit roman et tu as dit développement personnel. Oui. Généralement, développement personnel, on parle justement d'ouvrages de non-fiction, on a tendance à opposer les deux genres, et toi tu parles de romans de développement personnel. Comment est-ce possible? En fait, c'est une catégorie qui existe et qui était très populaire. En tout cas, en France, c'est vraiment une catégorie à part parce qu'il y a eu effectivement des autrices qui ont popularisé le genre. C'est vrai que le mien, ce n'est pas le roman de développement personnel classique, typique, puisqu'un roman de développement personnel, donc il y a bien sûr l'histoire, mais tout au long de l'histoire, on va véhiculer des idées de développement personnel, voire même donner à la personne qui lit des outils intégrés dans l'histoire. Ça peut être un personnage qui va par exemple parler d'une technique qu'il utilise, ou d'un personnage qui décrit, qui vit une expérience en effectuant un exercice de développement personnel, une technique ou un outil. Et donc ça, c'est les romans typiques de développement personnel, ce qui fait qu'en fait, le lecteur va suivre l'histoire et il va en même temps apprendre, découvrir des techniques qu'il pourra lui-même utiliser dans sa vie personnelle. Donc c'est un roman qui était très populaire, c'est celui par exemple de Raphaël Giordano, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as plus qu'une. Voilà, par exemple, celui-là, c'est typique de développement personnel. Mais le mien, c'est un roman de développement personnel, mais il a un petit twist dans le sens où je n'ai pas intégré je n'ai pas intégré autant de techniques. C'est vraiment plus un questionnement intérieur que vit le personnage et qui va amener le lecteur à se poser des questions. Plus que de donner des outils, ce que font beaucoup de romans de développement personnel, il y a moins d'outils, mais il y a plus d'éveil, de questionnement, de conscientisation, de recherche, et aussi de donner l'envie aux personnes qui ne sont pas nécessairement dans le développement personnel, de fouiller à l'intérieur d'elles-mêmes, de faire une introspection. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un roman de développement personnel pas typique, mais voilà, qui en a un petit peu la couleur. Donc l'objectif est d'avoir en fait un lecteur qui ne reste pas spectateur, attentiste, il attend, mais il travaille tout en se divertissant. Exactement. Le but, c'est de l'amener pendant le livre, déjà à suivre l'histoire, c'est sûr, à être captivé par l'histoire, mais aussi à avoir une réflexion par rapport à sa propre histoire. Parce que quand le lecteur ou la lectrice, ce sont souvent des femmes d'ailleurs, va lire ce livre, va rentrer dans l'histoire, ça va forcément, les choses qui vont appeler, les choses qui vont lui parler dans l'histoire vont faire écho quelque part à sa propre histoire à elle.
Et donc la lectrice, ça va faire remonter des choses. Il y a des lectrices qui me disent aussi, ah ben tiens, ça m'a permis de prendre conscience de quelque chose, ça m'a permis de, voilà, ça a réveillé des émotions que je ne pensais pas avoir. Et ce qui fait qu'en fait, après, elles peuvent derrière décider de faire un travail plus profond, de chercher des outils. C'est pour ça d'ailleurs qu'avec ce livre à la fin, je donne accès gratuitement. C'est marqué ici. Je donne accès gratuitement à un programme de coaching en ligne que j'ai conçu. Donc, parce que souvent, au début, il n'y était pas. Mais souvent, les lectrices, à la fin du livre, j'ai eu plusieurs messages qui me disaient « Ah, mais comment est-ce qu'on fait? J'aurais bien voulu moi aussi faire un peu ce travail, etc. » Et ce qui fait que je l'ai ajouté après. Et ce qui fait que quand les femmes arrivent à la fin du roman et qu'elles ont envie d'aller plus loin dans leur propre histoire, elles ont un outil déjà là, accessible facilement. Mais c'est vrai que le but, c'est de passer un bon moment de lecture parce qu'il y a de l'humour, hein, c'est un roman, hein. Il y a de l'humour, il y a des péripéties, c'est captivant et en même temps après, on se pose des questions sur soi et on a envie d'aller voir ce qui dort en soi, puisqu'en fait, c'est l'histoire, sans rentrer dans trop de détails, le personnage principal va vivre un véritable éveil, une prise de conscience sur plein de choses qu'elle avait réprimées, qui étaient à l'intérieur d'elle-même. Et donc, de prime abord, on a l'impression que sa vie, elle n'est pas parfaite, mais elle a une très belle vie, une très belle carrière. C'est une femme assumée, forte, déterminée, qui sait se faire respecter, parfois même un peu autoritaire d'ailleurs, parfois même trop autoritaire, beaucoup dans le contrôle, voire même à l'excès. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a des tocs, hein. Elle a un toc qu'elle essaye de cacher et tout. Voilà, en tout cas, elle a une très belle carrière, bon salaire, les sacs de marque, les tailleurs, voilà, toujours tiré à 4 épingles. De l'extérieur, on dirait la petite Parisienne qui a une super vie, quoi. Et en fait, non, sa vie, elle se ment à elle-même, sa vie est vide de sens, vide d'amour. Elle est en conflit même avec sa fille, elle est en conflit avec les hommes, les masculins, elle est en conflit avec énormément de personnes, mais d'apparence, sa vie est parfaite. C'est la vie que beaucoup de personnes, entre guillemets, voudraient, d'apparence. Mais quand on gratte la surface, on voit en dessous qu'il y a beaucoup de souffrance et que tout a été bien réprimé. Et la vie va lui ouvrir les yeux. Et c'est ça aussi le livre, c'est que la vie va lui donner 2 bonnes claques pour qu'elle, on va pas dire lesquelles, pour qu'elle commence à se poser des questions et à ouvrir les yeux et à être enfin honnête avec elle-même. Et c'est ça. Et qu'elle regarde à l'intérieur ce qui se passe. D'accord. Ton personnage principal, il a quel âge environ? Ah, une quarantaine d'années, petite quarantaine. 40, 41. Donc, on va dire de 0 à 40, entre guillemets, tout allait bien. En tout cas, tout semblait aller bien dans ce que tu présentes. D'apparence, elle va bien, travaille. Elle semble avoir réussi au sens, je sais pas, de la société. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Tout à fait. Mais en réalité, ça cache un mal-être, malaise, etc. Et donc, il y a un questionnement qui arrive. Alors, est-ce que ce questionnement arrive par rapport à un événement ou par rapport à une personne ou des personnes? En fait, ce questionnement arrive par rapport à des révélations, en fait, des révélations. En tout cas, des questionnements sur son passé, une zone d'ombre de son passé qui va émerger. On ne va pas donner, parce que ça, c'est deux éléments importants, et elle va être obligée de partir en quête de réponse sur ce qui s'est passé exactement dans son enfance. Et donc, elle va partir à la Barbade. Donc, elle voyage à la Barbade en se disant, je vais aller chercher des réponses sur ce qui s'est passé dans mon enfance. Et ça va l'amener bien plus loin sur une quête intérieure. Elle va rencontrer son initiatrice. Hein, c'est une femme un peu champêtre, qui est très naturelle, qu'on pourrait penser même un peu, pas folle, mais très, voilà, un peu, on va dire un peu peace and love, comme ça, un peu dans la nature, mais qui est en fait d'une profonde sagesse avec une relation très forte au spirituel, à la nature, etc. Et qui va l'aider justement à sortir de son aveuglement. Donc ce voyage qui devait être une quête de réponse, on va dire un petit peu classique, va se transformer en quelque chose de beaucoup plus intérieur, beaucoup plus profond et beaucoup plus remuant intérieurement. Alors, ça fait penser un peu à une intrigue de film, dans le sens où
petit schéma, on a le personnage, il semble, entre guillemets, mener une vie ordinaire, normale, ordinaire, loin des super-héros. Et on pense souvent ça, par exemple, pour les super-héros par la suite. Et puis, hop, il y a quelque chose qui se passe, qui bascule, et donc finalement, ce qu'elle a toujours fait, finalement, elle va arrêter de faire, ou elle va faire autre chose, ça va la diriger vers d'autres personnes, des personnes qu'elle ne connaissait pas. Et puis, voilà, c'est... Et est-ce qu'elle reste à Barbade ou elle continue à voyager non. dans la Caraïbe? Donc, dans le livre, l'aventure se passe à la Barbade. Après, elle rentre sur Paris une fois que, on va dire, son cheminement à la Barbade est terminé. Mais non, oui, tout se passe à la Barbade. En tout cas, et essentiellement dans la nature barbadienne. C'est-à-dire que j'ai inventé une forêt. Il y a des parties qui sont vraies de la Barbade. Après, j'ai romancé parce que je voulais une nature un peu magique. Donc, il y a un côté magie, un côté mystère dans le livre qui est pas 100% réel, hein, parce qu'il y a des endroits que j'ai repris où j'ai modifié un petit peu comment c'est. Si on va à la Barbade, on va voir l'endroit, on se dira non, c'est pas exactement comme dans le livre, mais il fallait le romancer un petit peu pour que la nature soit plus magique, etc. Il y a une relation avec les papillons, puisqu'en fait la nature la guide pour aller trouver des réponses. Donc le papillon, c'est un animal que j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est le logo c'est mon logo, c'est un papillon. Il y en a toujours dans mes livres, hein. Vous verrez quelque part, si vous cherchez sur les couvertures, il y a toujours un petit papillon quelque part sur les couvertures. Et c'est ça, donc la nature est magique et la nature l'aide à accoucher d'elle-même en fait et à voir la vérité. Alors, le papillon, est-ce qu'il faut faire le lien avec les fameuses ailes qu'il faut ouvrir? Donc prendre exemple sur le papillon, oui, s'inspirer du papillon. Exactement, c'est le cocon, c'est la symbolique du papillon que j'aime beaucoup. C'est la chenille qui rentre dans le cocon pour après devenir ouvrir ses ailes, hein. Ouvrir ses ailes, le titre du livre, s'envoler, grandir, et c'est ça en fait. Donc quand elle va arriver à la Barbade, elle va se retrouver dans le cottage de Fairy. Fairy, c'est le nom justement de son initiatrice, cette femme un peu champêtre, etc., magicienne, entre guillemets, connectée. Et dans le cottage de Fairy, ça va être son cocon qui va lui permettre, son cocon entouré de nature, puisque Fairy est dans un petit cottage bien en retrait, entouré de nature, etc. Et tout cet environnement, ce cocon va permettre son initiation. Par exemple, elle va aller au puits de vérité. On va laisser les gens découvrir ce que c'est. Elle va au puits de vérité pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Donc, la nature est partie prenante aussi de la guérison. Et ce que j'aime aussi, c'est parce que c'est vrai qu'on perd aussi ça beaucoup. En général, quand on fait du développement personnel, moi j'aime bien, j'en fais beaucoup. On fait des méditations, on fait des choses dans notre maison, hein, des exercices. Mais c'est bien aussi parfois tout simplement d'aller faire une marche dans la nature, de se connecter aux éléments pour que ça nous nourrisse aussi et que ça nourrisse notre évolution. Un bain de rivière, ça peut être très libérateur aussi. Donc il y a aussi cette partie de la spiritualité qu'on ne voit pas toujours, ou en tout cas peut-être qu'on voit moins dans la spiritualité on va dire occidentale, et encore, mais qu'on va trouver beaucoup par exemple dans la spiritualité africaine. Donc c'était bien aussi d'intégrer la nature et le rapport à la nature et le contact de la nature, le contact avec la nature dans le cheminement de guérison. Donc grâce à la nature, grâce aux éléments de la nature, on a... En fait, je sais dans certaines conceptions, l'homme ou la femme, hein, l'être humain, fait partie de la nature. Mm-hmm. Et donc, géographiquement, spatialement, il est dans la nature. Et la nature lui permet justement de réaliser son épanouissement, de combler ce qui lui manque par d'autres choses, puisque dans la nature, il aurait les éléments nécessaires, bon après, utilisés de différentes façons, mais les éléments nécessaires pour son épanouissement et son bien-être. Mm-hmm. Ce que j'ai cru comprendre par le passé de certaines conceptions. Et ton personnage, il a un nom? Oui, Nancy. Nancy. Ah, Nancy. Ah, tiens, ça s'adapte aussi bien
aux francophones, aux anglophones. Donc, Exactement. ça va. Donc, non, j'allais te demander, est-ce que l'intégration justement dans un pays anglophone, puisque le personnage était à Paris, tu as dit? Exactement, c'est une Parisienne. C'est une Parisienne. Donc, j'allais te demander comment s'est fait l'adaptation, la langue, la culture du pays. Puisque, bon, il y a des personnes qui arrivent, qui ont un coup de cœur quand ils rentrent dans un endroit, comme s'ils y ont toujours été. Et puis, il y a d'autres, bon, il faut du temps. Et puis, après, ça vient. Et puis, bon, il y a d'autres, ça ne passe pas et ils partent frustrés. Oui, le personnage parle très bien anglais aussi dans la fiction, puisqu'en fait, le personnage d'Annecy travaille en banque d'investissement. Je ne vais pas aller chercher ça très très loin. Travaille en banque d'investissement. Et donc, elle a travaillé aussi bien à New York, et à Paris. Donc, à New York, donc, elle parle très très bien anglais. Donc, partir à la Barbade et se dépatouiller en anglais, c'est absolument pas un problème pour elle. Voilà. Donc, le personnage parle anglais. D'accord. Et alors, tu as dit le retour à Paris, c'est à la fin du livre. Oui. C'est à la fin. Donc, vraiment, tout le récit, c'est à Barbade. Oui, l'essentiel du récit. Il y a un petit peu au début, jusqu'à ce qu'elle ait ce déclic, qui est ce basculement, où elle décide de partir à la Barbade et tout le reste du livre se déroule à la Barbade. Donc, sa quête aussi bien de réponse sur son passé que sa quête initiatique, tout est à la Barbade. Pour revenir dans mon idée d'intrigue de film, puisque je me représente tout ce que tu dis comme si je suis au cinéma et puis je regarde le film. Je trouve que ça irait bien dans un film, je ne sais pas pourquoi. J'espère. Messieurs les réalisateurs, les scénaristes, venez me voir, on le transformera en film avec plaisir. Est-ce qu'il y a des méchants dans ton histoire? Ou bien des méchants, les méchants, ça peut être plusieurs formes. On peut avoir des méchants, des personnes méchantes, comme on voit dans les films, ou des obstacles qui peuvent ne pas être des personnes aussi, ou sous différentes formes. C'est vrai que dans la construction du livre, normalement, enfin, quand on prend des cours d'écriture, on vous dit en général, il y a le personnage principal et il y a l'opposant. Donc, il faut qu'il y ait un opposant pour qu'il y ait du conflit, etc. Ça fait partie des bases de l'écriture. Et en fait, moi, j'ai écrit de façon intuitive. Et au fur et à mesure que j'écrivais, je me rendais compte que, enfin, non, déjà, dès le départ, il y avait un léger opposant. J'ai commencé l'écriture en me disant que l'opposant, ce serait quelque part sa mère, probablement. Et en fait, pas du tout. En écrivant, c'est venu. L'opposant, c'est elle-même. C'est à elle de dépasser sa propre résistance à guérir, sa propre résistance à rester dans le déni. Et donc l'opposant, c'est tout simplement son ego, sa peur du changement, sa peur de voir la vérité et sa peur d'admettre tout simplement ses erreurs, ses limitations, etc. Donc c'est ça l'opposant. Donc il n'y a pas de personnage véritablement opposant classique comme on trouve dans la plupart des romans. Et je me suis vraiment posé la question pendant l'écriture, mais je me suis dit, mais est-ce que c'est pas une erreur? Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va être... Puisque normalement, dans les trucs classiques, il faut qu'il y ait un opposant. En général, les gens ne recommandent pas, en tout cas dans ce que j'avais lu, ils ne recommandent pas de ne pas mettre d'opposant dans l'histoire, parce que sinon... ça tuerait l'intrigue. Et en fait, je me suis laissée guider par mon intuition. Et c'est le livre qui est sorti. Et les gens l'aiment beaucoup. Ils trouvent ça captivant. Ils sont captés par l'histoire. J'ai beaucoup de retours positifs. Donc, j'ai bien fait de suivre mon intuition et pas toujours les recommandations en matière d'écriture de livres, quoi. Chaque livre a son style. On peut suivre un schéma et puis ne pas suivre exactement ce qui se fait. C'est ça qui fait l'originalité. Et ce voyage à Barbade, il dure combien de temps environ? Il dure un peu plus de 3 semaines. Environ 3 semaines. D'accord, 3 semaines. En 3 semaines, elle réussit à avoir les réponses qu'elle voulait. Oui, en 3 semaines, elle a les réponses qu'elle cherchait, et même plus. C'est un stage plus qu'intensif. Oui, c'est un stage intensif, oui. Oh, ok, ça donne quand même... Est-ce que tu as un passage ou un chapitre clé qui est marquant? Qui est marquant, ou bien que tu aimes bien? Que j'aime bien, oh là là.
C'est toujours difficile Oui, pour je moi, suppose. pour un roman, comment on va choisir. Parce qu'en fait, il faut quelque chose que les gens vont comprendre sans en révéler trop. Ou, quel passage pourrait être intéressant? Il faut que je retrouve. Oui, je sais que parfois pour les auteurs, il y a certains auteurs, quand je pose la question, c'est difficile puisqu'ils aiment tout. Oui, et puis c'est surtout Donc, que c'est- parfois sorti de son contexte, Oui, moi aussi. parce que quand c'est un livre de non-fiction, là c'est facile, on lit un Oui. passage théorique, mais en même temps on veut dire des choses intéressantes, mais les choses intéressantes on veut pas, en même temps on peut pas les dire puisqu'on veut que les personnes les découvrent en lisant. Donc, alors, il y avait un passage avec Ferry, alors, une discussion qu'elle avait avec Ferry, faut que je retrouve. Une discussion qu'elle a avec Ferry. Donc Ferry, c'est celle qui lance Oui, son c'est- initiation. Exactement. Faut que je retrouve quand même. Bon, après, si tu as pas le passage exact, tu peux nous donner l'idée. C'est pas, Oui, ben disons que... c'est pas un souci. Donc le passage auquel je pensais, c'est une discussion qu'elle a avec Ferry, où en fait elle réalise que elle a été dans la projection. Quand elle a été dans la projection où, en fait, dans la projection ou en tout cas dans la recréation du vide d'amour qu'elle avait senti quand elle était enfant. Puisqu'en fait, petit à petit, Ferry l'amène à constater qu'en fait, qu'il faut que sa vie est assez vide d'amour, vide de sens. Et pour l'amener, elle se rend compte qu'elle n'a fait que reproduire un vide qu'elle a ressenti beaucoup dans son enfance, un vide d'amour, un vide... Parce qu'on ne peut pas révéler l'histoire exactement sur ce qui s'est passé dans son enfance, puisque c'est ce qu'elle va chercher, mais en tout cas, elle n'a fait que reproduire ce schéma. C'est comme si elle était restée, la petite fille en elle était restée bloquée à ce moment de sa vie où elle s'est sentie très seule, très isolée, perdue et abandonnée. Et elle a reproduit ça à l'âge adulte en faisant le vide autour d'elle. Et elle lui dit, tu penses que tu connais... Et Ferry lui dit, mais tu penses que tu connais les gens parce que tu les juges, parce que c'est quelqu'un qui a plein de principes, qui est déterminé et tout, et qui est assez perfectionniste et qui a tendance à projeter son besoin de droiture, parce que c'est quelqu'un qui est en plus assez maniaque, elle est très organisée, très maniaque et tout. Et elle lui fait voir qu'en fait, que tout ce qu'elle projette sur les gens, comment elle perçoit les gens à l'extérieur, c'est le reflet du manque d'amour qu'elle a perçu, qu'elle a expérimenté quand elle était enfant et qu'elle a tout simplement reproduit à l'âge adulte en repoussant toutes les personnes autour d'elle, consciemment ou inconsciemment. Elle est en conflit avec tout le monde, même avec sa propre fille. Elle est en conflit avec sa propre fille qui a 12-13 ans. Et en fait, et elle lui fait voir petit à petit que en fait, les gens ne sont pas tels qu'elle les voit. Tout ce qu'elle voit, c'est à travers son filtre, elle, du manque d'amour, d'abandon, que les gens ne seront pas là pour elle. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le ménage avant qu'on l'abandonne, tout simplement. Elle l'amène petit à petit à voir son schéma. Que son schéma, c'est de repousser les gens et de faire du nettoyage pour ne pas être abandonnée et ne pas revivre l'abandon qu'elle a vécu petite. Ça, c'est un des schémas qu'elle découvre. Donc, on va pas trop en dire, mais c'est ça. C'est toute cette introspection. On va dénouer des fils de son passé et lier ça avec son présent pour lui permettre de se libérer et enfin de créer une autre vie et des relations notamment moins conflictuelles déjà, de meilleures relations avec notamment sa fille et bien sûr les hommes. D'ailleurs, elle lui écrit une très belle lettre à la fin, qu'on ne lira pas, à son ex-mari. Elle lui écrit une très belle lettre à son ex-mari pour s'excuser de son comportement, même si son ex-mari n'était pas parfait, mais elle non plus. Mais en tout cas, prendre la responsabilité de sa création, en tout cas de son divorce, parce que c'est une femme divorcée, prendre la responsabilité de son divorce. Parce que je pense que souvent, on le fait tous, hein, moi y compris, cette démarche de prise de responsabilité de sa vie n'est pas une démarche qui est
facile à faire, parce que quand on a une relation qui se finit, c'est facile de pointer le doigt vers l'autre en disant ah oui, lui, il était comme ça, mon ex était comme ça, mon ex était comme ça, mon ex. Les filles le font, les garçons, les hommes et les femmes le font, hein, mon ex, ou les hommes sont comme ça et les femmes sont comme ça. Mais j'aime beaucoup cette image de il faut pas oublier que quand on pointe un doigt vers quelqu'un, il y en a 3 qui pointent vers soi. Et c'est ça. Et c'est ce que Ferry va l'aider aussi à faire, c'est à aller regarder c'est quoi à l'intérieur d'elle qui a contribué à créer ce qu'elle vit maintenant. Et donc, elle va se rendre compte qu'en fait, des relations conflictuelles sont le résultat de perceptions erronées qu'elle a, de schémas qu'elle a développés, de protection qu'elle a développés depuis l'enfance. Elle va comprendre pourquoi c'est une guerrière, parce qu'elle va comprendre, elle va faire le lien avec son enfance, hein, qu'elle a survécu à ce moment critique de son enfance parce qu'elle avait déjà elle a dû se forger ce mental de guerrier et elle a gardé ce mental. Elle attaque, c'est une fonceuse, elle attaque et c'est ça qui lui a permis de rester en vie petite. Mais arrivée à l'âge adulte, elle est en conflit avec tout le monde, elle est en guerre avec tout le monde, quoi. Donc ça lui a servi à un moment donné de sa vie. Il y a un moment, il faut laisser. On n'a plus besoin d'être en guerre pour être heureux, quoi. Donc c'est ça. Tu as dit dans la présentation de ton ouvrage qu'il y a des leçons, des leçons que ton personnage trouve et in extenso le lecteur ou la lectrice. Est-ce que ce sont des leçons qui sont données explicitement ou bien ce sont des leçons qui amènent un questionnement aussi personnel pour le lecteur ou la lectrice? Il y a les deux. En fait, la leçon, par exemple, c'est prendre la responsabilité de ça. Une des leçons, c'est prendre la responsabilité de ce que l'on crée. La leçon, c'est ce que j'ai créé, ce que j'ai expérimenté dans ma vie à l'âge adulte. Quelque part, vibratoirement, je l'ai attiré ou je l'ai co-créé. Hein. Si c'est une relation de couple, je l'ai co-créé. Donc, j'ai ma part de responsabilité dans l'affaire. Donc, aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de moi, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi qui a besoin d'être guéri et qui a contribué à créer une situation à l'extérieur qui ne me convient pas, qui ne me plaît pas. La leçon, c'est une quête de vérité, en fait. Hein. C'est ça le thème du livre. Le thème, c'est la vérité est libératrice. Donc, une autre leçon, c'est aller regarder la vérité pour pouvoir s'en libérer, plutôt que d'être dans le déni et puis de vivre de s'acheter, de masquer son mal-être par des achats compulsifs ou mettre la tête dans le guidon, carrière pour éviter d'avoir regardé ce qui se passe trop à l'extérieur. Enfin, on a tous nos façons d'échapper à quelque chose qui vit en nous. Il y en a, c'est le sport, donc ça peut être des choses saines comme du sport ou des choses moins saines comme de l'alcool, de la drogue ou juste des heures de télé à comater devant des choses qui ne nous apportent rien. Donc on a tous nos façons de fuir des choses qui vivent en nous. Donc on peut fuir avec des choses saines et on peut fuir avec des choses moins saines, voire malsaines. Donc c'est ça, la quête de vérité, parce que la vérité, elle est libératrice. Elle est parfois douloureuse sur le moment, mais à la fin, elle devient libératrice quand on fait le travail et que, voilà, c'est une étape nécessaire. C'est ça la leçon du livre, en gros. D'accord. Ça donne envie de savoir la suite. Le tome 2. Oui, après, qu'est-ce qui se passe? Bon, tu as dit elle retourne à Paris. Donc, oui. Est-ce qu'elle reste à Paris? Est-ce qu'elle va bouger encore ou... donc là, ça se passe dans le tome 2. Donc le tome 2, le tome 2, c'est une histoire d'amour. Donc c'est un peu comme une comédie romantique avec bien sûr toujours un fond de développement personnel, puisque son histoire continue. Donc elle a fait ce travail dans le tome 1. Elle se retrouve à Paris et en fait, je vais raccourcir l'histoire. Elle va rencontrer un des personnages qu'elle a rencontré dans le tome 1, qui est un docteur qu'elle avait vu. Il va y avoir une histoire d'amour qui va se dérouler dans le tome 2. Donc, puisque ce docteur qui est barbadien va venir à Paris, ils vont se voir, une histoire d'amour va naître. Et en fait, elle va partir vivre cette histoire d'amour à la Barbade. Donc, rebelote à la Barbade. Rebelote à la Barbade. Et là, elle va rentrer un peu plus dans sa relation au masculin. Donc, même si elle a fait des progrès, il y a encore des choses à travailler sur sa relation au masculin. Et donc, le tome 2 interroge sur c'est quoi l'amour, c'est quoi d'aimer, et qu'est-ce qui est nécessaire, enfin,
qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir créer un couple heureux, créer un couple aimant, voilà. Comment est-ce qu'on fait pour créer des relations saines? Et donc, le tome 2 ne donne pas de réponse toute faite, parce que pour moi, essentiellement, il n'y a pas de solution toute faite. Mais en tout cas, il donne des pistes de réflexion, et puis toujours pareil, ça part de soi. Donc, il y a un travail intérieur qui se fait pour pouvoir s'ouvrir à l'amour. C'est bien pour ça que ça s'appelle le tome 2, Oser aimer. Je montre. Ah oui, oser aimer. Parce qu'en fait, il faut du courage aussi pour aimer. Non, est-ce qu'on pourrait dire que le tome 1, on pourrait le résumer à se connaître soi-même, s'aimer soi-même, et puis après, le 2, c'est apprendre à aimer l'autre, ou l'autre, les autres, voir les autres l'autre différemment? Alors, disons que il y a effectivement de ça dans le tome 2, apprendre à aimer l'autre, comment être avec l'autre. Mais le tome 2, ça reste toujours dans le cadre de s'aimer soi-même. Et ça interroge c'est quoi l'amour? Ça interroge, et on se demande en fait, c'est quoi l'amour? Qu'est-ce que ça veut dire de s'aimer? Qu'est-ce que ça veut dire d'aimer l'autre? Et est-ce que vraiment je m'aime? Parce que tout le monde s'aime, on ne peut pas dire, je rencontre encore personne qui a 0% d'amour pour lui-même. Donc tout le monde s'aime, on s'aime. Après, c'est grandir en amour pour soi. Quand on dit qu'il faut qu'on s'aime, c'est continuer à grandir en amour pour soi. Pour moi, c'est aller aimer peut-être des parties de soi qu'on a rejetées, aller guérir, etc. Donc le voyage continue. Donc c'est un cheminement, c'est une introspection, une guérison qui continue avec le tome 2, mais de façon plus spécifique sur les relations de couple. D'accord. Est-ce que l'histoire se termine à Barbade? Puisqu'on était hors Barbade, on est à Barbade et on quitte Barbade. Est-ce que c'est le même schéma dans l'histoire 2 ou on reste à Barbade? Elle reste à Barbade. D'accord. Oui, donc tout est à la Barbade. Et en fait, c'est une histoire, c'est essentiellement une comédie romantique, mais bien sûr, il y a des petits ajouts pour que ce soit pas juste une histoire romantique. Ça peut être très intéressant, mais il y a aussi une forme d'introspection ou de travail intérieur qui continue, et notamment par rapport à ce que j'aime dans le tome 2, c'est que c'est se laisser guider pour découvrir aussi, continuer à découvrir qui l'on est. Puisqu'après ce premier voyage, lors du tome 1, elle va rentrer à Paris et elle ne peut plus continuer à vivre comme elle était avant. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus continuer à aller en banque d'investissement parce qu'elle sait très bien, elle a compris que la banque d'investissement, c'est pas qui elle est, c'est de la gestion de risque, c'est en lien avec son histoire, et ça ne la nourrit plus. Et elle a cette question de dire maintenant, ok, je fais plus de banque d'investissement, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Et donc elle rencontre aussi ce docteur, donc il y a un questionnement sur, ok, il y a cette relation que j'ai envie d'investiguer, de vivre, mais en même temps, moi, en tant que femme, j'ai envie de donner une nouvelle... quelle carrière je peux faire, j'ai envie de donner une nouvelle direction à ma vie. Et ça se déroule dans le tome 2. Donc on va découvrir aussi quelle nouvelle direction elle va donner à sa vie. Et comment elle va se laisser guider par l'intuition, par l'univers, par les signes, pour petit à petit aller, pour qu'une porte et qu'un chemin se dessine. Parce que j'aime beaucoup cette... entre guillemets, cette expression qui dit que parfois, quand on se pose la question sur c'est quoi ma mission de vie, eh bien la réponse que l'on a n'est pas une destination, mais un chemin. Parfois, c'est vrai qu'en général, quand on dit c'est quoi ma mission de vie, on a envie de dire, on a envie d'une réponse toute simple. Toi, ta mission de vie, c'est ça, c'est d'aller créer un orphelinat dans un pays pour faire ça, ou de devenir médecin, ou de devenir avocat pour les... Voilà, enfin, on a envie d'un titre, souvent un titre, un poste ou une idée, quelque chose, une cause. On a envie d'une cause ou d'un titre professionnel, quoi. Mais en fait, parfois, la vie, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Parfois, la réponse que l'on a, c'est prends ce chemin-là, fais un pas, fais 2 pas, fais 3 pas, et au fur et à mesure, on se révèle à soi. Et donc, c'est ce qu'elle va vivre dans le tome 2. Ça me fait penser à... Je crois que c'est Martin Luther King qui disait ça. Excusez-moi si je me trompe. Mais il disait que quand on prend l'escalier, on n'a pas besoin de voir tout l'escalier. Mais du moment qu'on voit une marche, donc on fait ce pas-là, marche après marche. Et puis par la suite, on verra tout l'escalier. Et cette idée de chemin, donc effectivement...
quand on parle de mission, généralement, on pense comme tu disais, sur le coup, je ne comprenais pas ce que tu disais, mais j'ai compris. Destination, quand tu parlais de destination et chemin. Donc, moi, je me suis dit, au début, quand tu as dit ça, je me suis dit, ben, c'est pas un peu la même chose, mais effectivement, la destination, c'est l'arrivée, le point final. Oui. Effectivement, c'est le point final. Et le chemin, ben, c'est la route qu'on est en train de prendre. Et on voit pas forcément la ligne d'arrivée. On sait que c'est un chemin, c'est le chemin. Comme on fait une course aussi, peut-être si on fait un marathon, on est sur le parcours, on sait que c'est le parcours, mais la ligne d'arrivée est encore loin. Voilà. Et donc, effectivement, la clarté peut venir par la suite. Bon, il y a des personnes qui, tout de suite, oui, moi, je veux faire ça ou je serai ça, etc. Et il y a d'autres, il y a des choses que peut-être elles ont changé et puis qu'elles ont appris à apprécier et puis ça les a dirigées dans un chemin. Oui, puisqu'il n'y a pas de chemin, de cheminement unique. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu dis, il y a des personnes savent très bien où elles veulent aller. C'est-à-dire qu'elles savent que leur cause, c'est ça, elles vont avoir. Quand je dis mission de vie, c'est même quelque part réducteur. Pour moi, maintenant, on ne parle pas de mission de vie, on passe plutôt de mission d'être. Voilà, pour moi, on est déjà dans sa mission de vie. Là, parce que quelque part, la mission de vie que tout le monde a, pour moi, quelque part, c'est d'aimer, d'être amour, d'être aimé et de traduire cet amour dans notre vie personnelle, professionnelle, de traduire cet amour dans quelque chose. Il y a des gens qui le mettront dans l'art, d'autres dans leur métier de chirurgien, d'autres dans leur métier de sculpteur. Enfin, voilà, c'est d'exprimer qui l'on est. Cet amour qu'on a à l'intérieur de l'exprimer à l'extérieur, là où ça résonne le plus pour nous. Et c'est pour ça que je parle aussi de mission d'être, c'est qu'on est venu être sur cette terre. Et quand on dit ça, ça lève la pression sur des personnes, surtout des personnes qui sont beaucoup dans le contrôle, comme je l'étais, beaucoup, je le suis encore un peu. On a besoin de savoir où on va, on a besoin d'avoir la destination. Et en fait, ça lève la pression de se dire qu'on n'a pas nécessairement besoin d'avoir la destination parce que ça suffit de déjà être en chemin. Et c'est ça, on peut se relaxer, faire confiance à l'univers, faire confiance à l'univers, Dieu, enfin on lui met le nom qu'on veut. On peut simplement faire un pas après l'autre et ça suffit de savoir qu'on est en chemin et qu'on est guidé. Et parce que moi, pendant pas des années, moi je dirais 2-3 ans quand même, je disais c'est quoi ma mission de vie, c'est quoi ma mission de vie, c'est quoi ma mission de vie, c'est quoi ma mission de vie. Et en fait, j'ai pas eu de réponse. Au départ, on m'a dit fais ci, essaye ça. On m'a dit écris un livre. C'est quoi ma mission de vie? Écrire un livre. C'est pas de bien écrivain. On m'a pas dit tu deviendras écrivain. On m'a dit écrire un livre et ça s'est développé au fur et à mesure. Donc parfois on a des réponses, une destination claire et parfois on a juste le pas suivant. Et ça suffit. Et enfin ça suffit. Ça suffit pas toujours, mais avec le temps, on apprend à faire confiance qu'on est en chemin tout simplement. Ce n'est pas facile, parce que, tu parles de toi, mais je sais t'en te dire, il y a beaucoup de personnes qui aiment, entre guillemets, avoir le contrôle dans le sens où savoir où on va, avec qui, avec quoi, pourquoi. On est tous différents. Je connais des personnes, on leur dit, fais ci, fais ça, sans poser de questions, la personne fait, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres personnes qui ont dit, mais pourquoi je dois... Par exemple, tu as deux chemins, tu as gauche-droite, on dit, va sur la gauche, et tu dis, mais pourquoi on ne peut pas prendre la droite? Et la personne, tu lui dis, va sur la droite, tu lui dis, pourquoi on ne peut pas la gauche? Donc, oui, savoir, oui, ça mène où, pour faire quoi, pourquoi, c'est pas toujours facile. Non, c'est ça le lâcher prise aussi. Et c'est ça qui n'est pas évident. Donc, je parle aussi de lâcher prise dans le tome 1. Lâcher prise, c'est-à-dire que c'est accepter de faire ce pas ou ces 2 pas ou ces 3 pas sans nécessairement connaître, comme tu dis, la destination finale. Et pour moi, ce qui m'a aidé à faire ce lâcher prise, ou en tout cas, c'est vraiment la relation au spirituel, c'est la relation au divin. Parce que quand on est juste quelqu'un... j'étais beaucoup dans le contrôle. Je le suis moins maintenant, mais j'étais quelqu'un qui a travaillé en banque d'investissement, très logique, rationnel. Il fallait qu'il y ait fallait qu'il y ait un contrôle. Je travaillais en risk management, c'est de la gestion de risque, donc c'est du contrôle. Le mot est bien dit. Et donc, en fait, pour pouvoir réussir à, entre guillemets, à lâcher prise, en tout cas, d'être dans une forme de lâcher prise, c'est ta relation au divin. Parce que tu peux pas juste dire que tu as l'habitude d'être au volant de ta voiture tout le temps. C'est toi qui me dirige tout. Et puis on te dit lâche prise, lâche le volant. Si tu n'as pas une spiritualité pour dire qu'il y a un divin qui va prendre le volant et qui va t'emmener là ou quelque part qui est bon pour toi, tu peux pas lâcher. Sinon tu dis mais c'est la débandade, on est en roue libre, qu'est-ce qui va se passer quoi? Donc moi,
pour moi, le lâcher-prise est venu petit à petit d'une confiance grandissante dans le divin. Et c'est ça, en fait. Et donc, d'être moins dans le doute, parce qu'en fait, c'est ça. Quand je regarde bien avec l'expérience, en tout cas pour ma vie, j'ai eu beaucoup de doutes, j'en ai encore, bien sûr, hein, mais je suis moins dans le doute, tout simplement parce que j'arrive plus à faire confiance que une puissance supérieure est aux commandes et me guide. Et prend soin de moi et prendra soin de moi et on ne va pas m'envoyer dans un mur ou dans quelque chose qui est mauvais pour moi. Et donc, ce lâcher-prise, j'ai moins de doutes parce qu'en fait, je me dis, si on regarde bien, si on a un doute, le doute vient quelque part, quand on a une spiritualité, de manque de confiance en le divin. Parce que dans un monde qui était, entre guillemets, si on avait 100% confiance en le divin, personne ne l'a, moi j'en suis loin, si on avait 100% confiance en le divin, il n'y aurait pas de doute. Parce que avant même que le doute arrive, la confiance serait là pour se dire, on me dit d'aller là, je vais là, j'ai pas de questions, je me pose pas de questions. 100% de confiance en le divin, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de peur. Enfin, on fait les choses avec le flow, avec ce qu'on reçoit, et on est dans une espèce de flow divin tout le temps, mais personne n'y est, bien sûr. Donc, notre relation au doute, ou cette tendance à être énormément dans le doute, pour moi en tout cas, elle a diminué au fur et à mesure que ma confiance dans le divin a grandi. Parce que pourquoi est-ce que je me prends la tête? Si le divin me guide, me protège et me dit où aller, j'ai qu'à suivre, c'est tout. Si je suis pas, c'est parce que j'ai pas confiance dans ce qu'on me dit, donc j'ai pas confiance que je suis en cette puissance divine. Voilà. Donc pour moi, ça a été ça. Et ce que j'aime aussi dans le tome 2, c'est que la vie, le divin, la vie lui met c'est comme des petites pierres. Allez, tiens, va essayer ça, va essayer ça, va essayer ça. Et puis, ça se déploie petit à petit dans sa vie pour lui permettre de cheminer. Et c'est un petit peu aussi ça, mon expérience avec l'écriture, notamment. D'accord. Alors, on arrive vers la fin. J'ai une question que j'aime poser à tout auteur. Et tu as déjà commencé le travail. Tu as un tome 1, tu as un tome 2. Est-ce qu'on peut imaginer un tome 3 ou bien dans le 2, c'est fini, c'est la fin? Non, il y a un tome 3. Il y a un tome 3. J'ai commencé à l'écrire, mais j'en suis au tout début. D'accord. J'ai écrit une dizaine de pages, donc pas avant 2025. Fin 2025 au mieux. D'accord. Donc, ce qui montre, comme tu disais, pour le tome 1, la vérité, donc c'est un processus. On peut avoir, même si elle avait eu, entre guillemets, une révélation, mais elle n'a pas tout eu puisqu'elle continue de vivre. Donc, elle va rencontrer des personnes, elle va rencontrer des choses, des événements et qui vont amener des questionnements et agir différemment donc, par rapport à ce qu'elle a toujours connu. Donc, changer de schéma. Exactement. Et puis, c'est le processus de la vie. Hein. Donc, à un moment, on fait ce travail, mais on n'est jamais arrivé. C'est comme l'oignon, hein, dont on parle en développement personnel. On enlève une couche, il y a encore des couches en dessous à enlever. Donc, c'est pour ça que l'histoire continue. Donc, dans le tome 3, elle va voyager, elle va sortir de la Barbade. Et elle ira ailleurs. D'accord, on attendra de voir quand ce sera fini. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler les titres de tes 2 ouvrages? Oui, alors le premier, c'est La quête, ouvre les ailes de ton cœur et envole-toi. Ça va apparaître à l'écran. Ok, c'est pas la peine de le montrer. Et le deuxième? La quête, oser aimer. La quête, oser aimer. Donc, la première fois, on avait ouvert les ailes. Donc, oui. On invitait à ouvrir les ailes. Donc, oui. Elle a ouvert les ailes. La deuxième fois, on ose l'amour. Aimer, voilà, on ose aimer. Mais d'une certaine façon, oser aimer, c'est une autre démarche pour ouvrir ses ailes. Exactement. On ouvre ses ailes différemment ou bien on va à un autre endroit avec ses ailes. Oui, exactement, parce qu'en fait, on va déployer ses ailes. Après, on peut décider de s'envoler, et puis en fait on fait un tout petit tour et après on revient tranquillement au nid et voilà, on a fait un petit tour mais un peu craintif, où là on décide d'ouvrir ses ailes et puis de partir dans le grand voyage, de faire un long voyage, etc. Et de ne pas retourner dans le cocon sécurisant que l'on connaît. D'accord. Je pense que je commence à comprendre l'allégorie du papillon. J'ai pas dit que j'ai tout saisi, je commence. Mais en tout cas, merci beaucoup Peggy pour ta présentation.
ça nous amène à nous rappeler que il y a toujours des questions, des réponses, et les réponses sont possibles. Ça vient peut-être pas au moment où on aurait voulu, mais sous la forme qu'on l'aurait voulu. Aussi sous la forme, oui. Mais oui, ça vient toujours. Merci de m'avoir invité. C'est avec grand plaisir. En tout cas, merci, chers téléspectateurs, d'avoir passé ce temps avec nous. Si, comme Peggy, vous souhaitez présenter un ouvrage, un livre qui vous tient à cœur, c'est possible. Il suffit de composer le numéro qui s'affiche à l'écran, à savoir le 06 96 19 41 13. Et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Zouk TV dans Plaisir de lire. Nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi et nous vous disons à très bientôt.